soir, une nouvelle étape s'amorce dans la course au leadership du Parti conservateur. L'analyse des politologues Geneviève Tellier, Daniel Bélan et Stéphanie Chouinard. Immigration. Les membres du Québec pourraient-elles causer un exode des talents? On pose la question à l'ex-ministre David Hurtel. Et avec notre panel de députés, on débat de la possible contestation fédérale devant la Cour suprême des lois 21 et 96 du Québec. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La course au leadership du Parti conservateur entre dans une nouvelle phase alors que la période de vente de cartes de membres est officiellement terminée. La campagne de Pierre Poilievre prétend avoir recruté plus de 311 000 personnes avant la date limite de vendredi. L'équipe de Patrick Brown, de son côté, affirme avoir vendu plus de 150 000 adhésions, tandis que la campagne de Jean Charest dit avoir ajouté des dizaines de milliers de membres. Le décompte final sera annoncé d'ici le 29 juillet. Et c'est là-dessus que je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève Tellier, Daniel Bélan et Stéphanie Chouinard. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je le disais, le camp de Pierre Poilievre prétend avoir attiré plus de 300 000 nouveaux membres. Geneviève, d'abord, est-ce qu'on peut croire ces chiffres? Ça me semble beaucoup. Justin Trudeau, lui, quand il avait été choisi à la tête du Parti libéral, il y avait eu 300 membres qui avaient voté, 300 000 membres, je veux dire. Et donc, pour qu'un seul candidat, qui est Pierre Poilievre, de ramasser autant de nouveaux membres, c'est beaucoup. 300 000 membres, ça me semblait être le chiffre pour l'ensemble du parti, incluant les membres déjà existants. Alors, d'en avoir 300 000 nouveaux, ça m'intrigue, j'ai hâte de voir. Maintenant, il y a peut-être une stratégie derrière ça pour M. Poilievre, puis on l'a vu depuis le début de sa course au leadership. Il annonce toujours des grosses choses, des grosses nouvelles. Il est toujours le premier à sortir. Alors peut-être que là aussi, il veut un peu faire peur à ses adversaires et aussi dire aux autres membres, vous voyez, il y a tellement de gens qui m'appuient que vous devriez peut-être m'appuyer. Donc, il y a peut-être un élément de stratégie qui est en arrière de ça. Puis ça, on ne le saura pas tant que le Parti conservateur n'aura pas dévoilé les chiffres finaux sur le membership de son parti. Oui, c'est ça, parce que, bon, Daniel, si ça se confirme éventuellement, ces chiffres-là pour Pierre Poilievre, c'est quand même majeur. Là, juste à titre de comparaison, en 2020, les 4 candidats dans la course avaient au total, mais je dis bien au total, les 4, recruté 270 000 nouveaux membres. Alors, est-ce qu'on devrait en conclure, si ça se confirme évidemment, que Pierre Poilievre est en train de creuser un écart qui est insurmontable? Oui, bon, il faut que ça se confirme. Ouais, on va voir aussi le nombre de membres au total, de nouveaux membres au total, et combien de membres sont liés au camp Brown ou au camp Charest et aussi au camp Poilievre. Ouais. Parmi les 6 candidats, c'est quand même probablement les 3 plus grosses pointures, mais les 3 autres candidats aussi vont en tirer des membres. Alors, tant qu'on n'a pas les chiffres, c'est difficile à confirmer. Mais c'est sûr que si c'était le cas, que Pierre Poilievre attirait autant de nouveaux membres et certainement plus que les autres candidats, surtout Jean Charest et Patrick Brown, ben ça voudrait dire, oui, que son avance se confirme dans la course, mais moi, je veux vraiment avoir une confirmation de ça là, avant de commenter davantage. Stéphanie, parlons de Patrick Brown, parce que lui affirme avoir recueilli 150 000 nouvelles signatures. Qu'est-ce que vous pensez de sa performance? On va voir s'il y a des gens qui ont fait de la mathématique créative. On a le 29 juillet, je pense, comme date pour que le Parti conservateur donne les chiffres finaux pour chacun des camps. Si ça s'avère vrai que M. Brown a recueilli 150 000 votes, il faudra voir où ces memberships-là se trouvent. Hein, parce que l'autre chose qui est importante, c'est la division régionale. Et on sait que M. Brown, il a fait beaucoup de campagne en Ontario. Il est très fort dans sa propre région, notamment dans la couronne de Toronto. Mais si la grande majorité des nouveaux membres qu'il a recueillis se retrouvent tous dans la même région, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il fera une très bonne performance le 10 septembre. Ouais. Et donc, ça, c'est une des choses que je vais surveiller. OK. Parlons de la campagne de Jean Charest, parce qu'on n'a pas dévoilé de chiffres, comme d'ailleurs pour les 3 autres candidats dans la course, mais les organisateurs de M. Charest se disent très confiants. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie du clan Charest?
Ben, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi les chiffres n'ont pas été dévoilés et ça se pourrait qu'ils soient moins bons que ceux de Pierre Poilievre et Patrick Brown. Et donc, si c'est le cas, oui, je peux comprendre M. Charest de ne pas vouloir les dévoiler. En même temps, il peut y avoir aussi une stratégie de on va garder un certain suspense. Je pense que M. Charest veut aussi essayer de convertir des gens qui ont sans doute pris leur carte de membre pour un autre candidat en raison d'un autre candidat, mais qui pourraient peut-être changer d'idée en cours de route ou qui pourraient être deuxième. Donc, on laisse un peu planer le doute. Mais effectivement, le fait que M. Charest ne présente pas de chiffres, ça semble suggérer qu'il serait peut-être troisième dans la course, ce qui ne serait pas nécessairement une bonne nouvelle. Oui. Daniel, donc à partir de maintenant, parce que la course entre dans une nouvelle phase, là, à partir de maintenant, le gagnant, on le sait, va être choisi le 10 septembre. Pierre Poilievre semble donc toujours le meneur au moment où on se parle. Qu'est-ce que vous allez surveiller dans les prochaines... Ça va être quoi, en fait, le plus grand défi de Pierre Poilievre à partir de maintenant? Mais je pense que s'il est vraiment en avance, s'il est toujours en avance, il doit penser à ce qui va se passer aussi s'il devient leader du parti. Et donc, il va peut-être devoir se surveiller un petit peu certaines de ses déclarations, notamment concernant le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff McLean, tout ça, ça lui a été reproché quand même. Et ça pourrait lui causer des problèmes s'il devient leader. Et donc, je pense qu'il va continuer à adopter la même stratégie générale, mais moi, si j'étais à sa place, je me surveillerais un peu parce que il y a des propos comme ça parfois un peu flamboyants, dramatiques qui peuvent revenir le hanter plus tard. Oui, c'est ça parce que Stéphanie, rapidement, 3 mois qui restent encore, c'est long. Ça va être quoi le plus grand défi de Pierre Poilievre selon vous? Ça va être de garder ses membres, justement, comme Daniel l'a dit. Bon, on sait que là, on ne peut plus vendre de cartes de membership, donc la stratégie pour les 6 candidats et candidates, ce sera de tenter de convaincre les membres des camps adverses qu'ils sont les meilleures options. Et donc, s'il y a du cafouillage, s'il y a des gaffes ou des déclarations trop grosses de la part d'un ou l'autre candidat, ça peut leur faire mal le jour du vote où ils peuvent descendre dans les rangs dans le vote transférable. Retour rapide maintenant sur les élections ontariennes. Sans surprise, bon, les troupes de Doug Ford restent en place avec une majorité quand même assez forte. Mais c'est le très faible taux de participation qui a surtout soulevé l'attention, créé la surprise. Seulement 43% des électeurs ontariens ont exprimé leur vote. C'est un record à titre comparatif. Au cours des 6 dernières élections provinciales en Ontario, le taux de participation était aux alentours de 54%. Geneviève, qu'est-ce qui explique ce désintérêt des électeurs ontariens, selon vous? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais le principal, à mon avis, c'est que c'était pas une campagne ou une élection sur le changement. Les gens n'avaient pas vraiment une motivation à aller voter pour dire oui, mon sort pourrait être amélioré si un autre gouvernement serait en place plutôt que M. Ford. Et donc, on était plus dans la continuité. Et là, ça devient un petit peu plus difficile de motiver les troupes, de dire, ben allez, il faut aller voter, c'est important. Parce que, bon, pourquoi est-ce qu'on irait voter, que ce soit un ou que ce soit l'autre, ça fait pas grande différence. Puis, il y avait peut-être aussi une indécision. Peut-être que c'était pas clair le choix. Alors, tant qu'à aller voter pour un candidat où on était peu sûr de sa décision, ben dans ce cas-là, on laissait aller les autres. Alors, à mon avis, c'est cette combinaison de facteurs-là qui explique le résultat, qui est quand même décevant, je veux dire, d'un point de vue de politologue. Je pense que je parle au nom de mes 2 autres collègues aussi. C'est très, très faible. C'est près de 60% des électeurs qui ne sont pas allés voter. Ils sont restés chez eux, effectivement. Stéphanie, on assiste quand même à un certain renouveau, je dirais, parmi les élus franco-ontariens, notamment avec la défaite d'Amanda Simard dans l'est de l'Ontario. Qu'est-ce que ça laisse présager pour la suite? Qu'est-ce que vous en pensez? Et Amanda Simard a été remplacée par un autre franco-ontarien, Stéphane Sarrazin, qui est l'ancien maire du comté d'Alfred-Plantagenet. Donc, ce sera intéressant de voir si M. Sarrazin se fait offrir un poste, peut-être comme secrétaire parlementaire aux affaires francophones, par exemple, où il pourrait être impliqué directement dans les dossiers visant l'Ontario français, puisque avec Caroline Mulroney, c'est le seul franco-ontarien, malgré le caucus élargi de M. Ford au lendemain des élections. Ouais, c'est ça. Daniel, il nous reste 30 secondes. On sait que Doug Ford doit sa victoire à un recentrage, je dirais, de sa part. Est-ce que les candidats au leadership conservateur ont quelque chose à apprendre de la victoire de Doug Ford? Oui, il y en a beaucoup qui le pensent, mais je pense que c'est surtout des leçons qu'ils vont devoir tirer pour vraiment une fois qu'il y a un leader, là. Je pense que le modèle de Doug Ford est intéressant, mais je ne sais pas si ça va vraiment affecter
la course au leadership en tant que telle. C'est plus après la course. Une fois qu'on devient leader, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'emporter? C'est sûr que l'approche de Doug Ford semble plus proche de celle de Patrick Brown ou de Jean Charest que de celle de Pierre Poilievre, mais je pense que il y a une différence aussi entre gagner la course au leadership et ensuite essayer de devenir premier ministre. C'est deux étapes différentes. Et Doug Ford pourrait quand même fournir des leçons au prochain chef, peu importe qui c'est. À suivre. Geneviève, Daniel et Stéphanie, merci beaucoup. Merci de vos lumières. À la prochaine. Merci, au revoir. Bonne soirée. Merci. Le gouvernement du Québec persiste et signe et demande au gouvernement fédéral de lui transférer tous les pouvoirs en matière d'immigration. Le Québec sélectionne déjà une partie de son immigration, mais le premier ministre François Legault voudrait aussi avoir la mainmise, notamment sur le programme de regroupement familial qui est toujours géré par Ottawa. Alors, pour discuter de ce dossier, je retrouve David Hurtel, qui a été ministre de l'Immigration au Québec dans un gouvernement fédéral. Bonsoir, M. Hurtel. Bonsoir, Esther. Je le disais d'entrée de jeu, Québec sélectionne une partie déjà de son immigration, mais le gouvernement fédéral gère notamment le programme de regroupement familial. Qu'est-ce que vous pensez de cette demande de François Legault de rapatrier tous les pouvoirs en immigration au Québec, dont le programme de regroupement familial? D'abord, Esther, je crois qu'il faut comprendre que c'est d'abord avant tout une manœuvre politique qui a été annoncée lors du discours du premier ministre Legault au congrès de la CAQ il y a maintenant une dizaine de jours. Et ça s'inscrit dans une suite logique du volet très nationaliste de la plateforme politique de ce gouvernement. Après les symboles religieux et la loi 21, la récente loi 93 qui est tout juste entrée en vigueur sur l'élargissement de l'application de la loi 101, eh bien là, maintenant, à 4 mois d'une élection provinciale, on s'attaque à un dernier pan là, de ces piliers du nationalisme qui est l'immigration et surtout d'essayer de mobiliser les troupes caquistes en vue de la prochaine élection sur un enjeu qui oppose le gouvernement au gouvernement fédéral. Oui. Au-delà quand même de la manœuvre politique, lorsqu'on regarde les chiffres en immigration, le Québec a accueilli 45 000 nouveaux arrivants en 2021. Avant l'arrivée au pouvoir de la CAQ, c'était grosso modo 50 000 immigrants qui s'installaient chaque année au Québec. Est-ce que le programme de regroupement familial, ça représente une proportion importante des immigrants qui s'installent chaque année au Québec? Absolument pas, Esther. Le Québec accueille bon an, mal an. Ça peut aller dépendant des années, puis on comprendra, les 2 dernières années sont deux années particulières pour la pandémie qu'on connaît. Mais l'an dernier, par exemple, il y a eu 14 000 réunifications familiales, des regroupements familiaux. Et de ces 14 000-là, il y en a 7 000 qui ne parlaient pas français d'emblée en arrivant au Québec. Ouais. Et ce qui est bien important de comprendre dans ces 7 000-là, Esther, en plus, c'est que parmi ces 7 000, il va y avoir des enfants. Alors, ces enfants-là, de la minute qu'ils sont arrivés au Québec, ben, ils sont allés à l'école en français. Donc, francisation automatique de ce côté-là. On peut également penser que les personnes d'âge adulte qui sont aptes à travailler, dans le cadre d'un milieu de travail, vont être francisées. Donc, c'est une très petite proportion là, de ce 7 000 Esther qui pourrait avoir du mal, des difficultés à apprendre le français là, de façon rapide là, au sein du regroupement familial. Avant de parler justement de cette exigence du français pour les nouveaux arrivants, juste pour nous aider à comprendre là, concrètement, parce que vous avez été ministre de l'Immigration au Québec, donnez-nous le portrait des immigrants qui arrivent au Québec justement via le programme de regroupement familial. C'est quoi la situation de ces familles? C'est d'abord et avant tout une situation humanitaire. Alors, des regroupements familiaux, d'ailleurs, avec la situation en Ukraine, par exemple, il y a certaines Ukrainiennes et certains Ukrainiens qui vont venir au Canada à travers le programme de réunification familiale. On l'a vu également en Syrie, on le voit chaque année. Ce programme-là sert surtout à des fins humanitaires, mais également il appuie et soutient l'immigration dite économique que le Québec contrôle en vertu de l'entente fédérale provinciale de 1991. Parce que ça peut être un atout. Si vous êtes une personne qui est arrivée par voie d'immigration économique au Québec, qui fonctionne bien, ça se développe bien, l'emploi fonctionne, prend racine,
bien, la personne va peut-être vouloir faire venir des membres de sa famille pour justement l'accompagner et vraiment s'implanter, de voir est-ce que la greffe, si vous me permettez l'expression, prend. Mais c'est d'abord et avant tout pour des fins humanitaires, ce qui rend encore plus curieux et décevant l'annonce de François Legault. Sur cette exigence, justement, de connaissance minimale en français, si le gouvernement de François Legault parvenait justement à imposer la connaissance du français dans les cas de regroupement familial, il y a des observateurs qui craignent qu'on assiste à un exode des talents au Québec. Est-ce que vous croyez que c'est une menace réelle? Absolument, parce que ce genre d'annonce-là envoie plusieurs messages très négatifs à propos de l'immigration au Québec. Premièrement, si vous êtes immigrante ou immigrant déjà au Québec et que vous entendez que l'immigration est associée à une menace à la nation, c'est ce qu'on a entendu le premier ministre Legault dire, bien déjà, vous vous sentez pas très à l'aise, déjà au Québec. Si vous considérez venir vous établir au Québec pour des fins économiques, pensez là, que présentement, au Québec, on est en pénurie de main-d'œuvre. Vous le savez, Esther, vous en parlez régulièrement. On est en pénurie de main-d'œuvre majeure, sans précédent dans tous les secteurs ou presque de l'économie québécoise et également dans presque toutes les régions du Québec. Mais on est en compétition mondiale pour ces talents-là. Des provinces comme l'Ontario, la Colombie-Britannique, les États-Unis, l'Europe courent après ces mêmes talents-là. Alors imaginez si on envoie comme message le genre de message qu'on a entendu au cours des derniers jours, bien c'est sûr que ça propulse une image très négative de l'immigration au Québec. Et finalement, bien, pour des fins humanitaires, en plus de ça, c'est quel genre de signal s'envoie? Alors, quand en plus on sait que des organismes comme le Conseil du patronat du Québec disent qu'il faut 100 000 immigrants par année, ne serait-ce que pour remplir nos besoins en matière de pénurie de main-d'œuvre, puis qu'on n'est qu'à 50 000 présentement, bien, vous comprendrez qu'en plus, fermer des portes comme ça, en créant des problématiques linguistiques autour d'une immigration, c'est un faux problème. Au contraire, ce qu'il faudrait faire, c'est investir davantage dans la francisation, mais aussi rendre plus accueillant le Québec. Ça serait une véritable source de fierté. David Hurtel, je rappelle que vous êtes ex-ministre de l'Immigration dans un gouvernement libéral au Québec. Je vous remercie beaucoup de vos lumières. Merci. C'est moi qui vous remercie, Esther. Et je vais poursuivre sur les demandes en immigration du Québec avec notre panel de députés, un panel masculin ce soir. Donc, pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Luc Berthold, pour le Bloc québécois, Alexis Brunel-Duceppe et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le Québec voudrait se voir rapatrier tous les pouvoirs en immigration, y compris la gestion du programme de réunification des familles. Luc Berthold, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez de cette demande du Québec chez les conservateurs? Ben nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on prône qu'il y ait une plus grande autonomie pour le Québec, qu'on donne plus de pouvoir au Québec en matière d'immigration. Et il faut dire que cette demande-là est probablement exacerbée par les nombreux problèmes qu'on fait face présentement dans tous les secteurs en matière d'immigration au Canada actuellement, que ce soit pour l'accueil de réfugiés ukrainiens, que ce soit pour les travailleurs temporaires étrangers, que ce soit pour la réunification des familles. Les délais sont très, très longs. Les entreprises n'arrivent plus à obtenir des travailleurs. Donc, on comprend qu'actuellement, il y a beaucoup de désespoir, notamment au Québec, pour beaucoup d'entreprises de recevoir des gens pour être capables de livrer et être capables de produire. Donc, effectivement, il y a lieu d'avoir des discussions, encore une fois, avec le Québec pour voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer le sort des personnes qui veulent venir vivre ici au Québec, mais aussi d'améliorer le sort des entreprises. Mais est-ce que vous êtes d'accord, les conservateurs, ici. Est-ce que vous êtes d'accord, les conservateurs, avec cette demande du Québec de rapatrier tous les pouvoirs en immigration vers le Québec? Ben, je pense qu'il y a lieu d'avoir des discussions, il y a lieu de transmettre, de donner plus de pouvoir au Québec. Est-ce que c'est l'ensemble? On verra. Il y a une campagne électorale au Québec qui va se dérouler probablement là-dessus. Donc, quand les demandes formelles seront acheminées au prochain gouvernement conservateur, ça va nous faire plaisir de les écouter. Alexandre Boulris, bon, on sait que le programme de réunification des familles, le Québec voudrait imposer pour ce programme-là des connaissances minimales en français. Est-ce que vous êtes favorable à ça au NPD? Mais, en ce moment, ce qu'on observe, c'est qu'on se demande un petit peu quel est l'objectif qui est poursuivi par cette demande-là particulièrement. Le Québec contrôle déjà toute son immigration économique, c'est-à-dire près de 60% de tous les immigrants qui arrivent, dont 85%
connaissent ou parlent déjà le français. Et la moitié des gens de regroupement familial parlent aussi le français. Donc, on arrive déjà avec une immigration où, sans même compter les réfugiés, 60% des immigrants parlent français. Alors, on brandit un peu la menace de la louisianisation du Québec, la survie de la nation. Vraiment, on suscite, là, on joue sur des peurs identitaires très, très fortes. Mais on se demande, au NPD, nous, c'est quel problème on essaie de régler. Et est-ce qu'on va empêcher des enfants de venir rejoindre leurs parents parce qu'ils ne parlent pas français? Est-ce qu'on va empêcher des grands-parents de venir rejoindre leur famille parce qu'ils ne parlent pas français? Alors que peut-être qu'une solution, c'est d'offrir plus de cours de francisation et d'investir plus massivement dans la francisation des immigrants. Alors, on est prêt à discuter, on est prêt à s'asseoir, mais on se demande quel objectif est poursuivi par cette demande-là. Oui, bon, Alexis Brunel-Duceppe, évidemment, vous êtes favorable à ça au Bloc. Alexandre Boulris se demande quel problème on essaie de régler. Est-ce que le premier ministre Legault exagère quand il affirme que le Québec risque de subir le même sort que la Louisiane? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, M. Legault a le droit à ses propres phrases, là. Moi, j'embarquerai pas dans le débat de la louisianisation, certainement pas, mais si je regarde, par contre, avec ce qui s'est passé dans le passé, là, avec nos amis des autres provinces canadiennes, là, on peut, je pense, faire un comparatif. On voit qu'il y a eu des taux d'assimilation sur génération assez effarants. Maintenant, le Québec, c'est certain, va toujours être mieux s'il y a plus de pouvoir à l'immigration possible. Et je pense que la demande du gouvernement et la demande de bien des gouvernements précédents d'avoir plus de pouvoir en immigration, évidemment, en oubliant le fait là qu'on a des ententes internationales par rapport aux réfugiés, ouais, ça, je pense que c'est mais c'est sûr qu'on va mieux porter parce que si on regarde là, présentement, le problème, là, c'est qu'il y a des CAQ qui sont émis par Québec, donc des certificats d'acceptation du Québec, OK? Et de l'autre côté, à Ottawa, on refuse ces gens-là après coup, après avoir regardé leur dossier. Donc ça n'a pas de maudit bon sens. Ouais. Québec accepte. Ottawa les refuse par la suite, ça crée des problèmes. Le dédoublement de structure, présentement, il fait mal à tout le monde et c'est une simple demande. Si Ottawa est incapable de gérer l'immigration parce qu'il y a des délais incroyables, bien, qu'ils laissent donc faire la job à Québec et tout le monde va mieux s'en porter. Bon, Greg Fergus, des libéraux, vous venez d'entendre Alexis Brunel-Duceppe. Est-ce que c'est légitime pour le Québec quand même de revendiquer davantage de pouvoir en immigration pour, entre autres, protéger le français, selon ce que dit M. Legault? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est légitime d'évoquer la notion de la louisianisation du Québec après tout le travail que les Québécois ont fait depuis plus que 400 ans pour maintenir notre culture, notre langue ici au Québec? On a un avenir très prometteur. Si on veut chercher des immigrants francophones, on peut les trouver. Il y a tellement de pays dans l'Afrique de l'Ouest où il y a des gens qui ont le français comme la langue maternelle, qui aimeraient venir au Québec, qui aimeraient s'installer ici. Je le sais, dans ma région de l'Outaouais, on est le deuxième pôle d'attraction des nouveaux arrivants au Québec. La grande partie qui vient de l'Afrique francophone, qui s'intègre bien, qui trouvent des jobs, qui créent des jobs, des emplois. Et surtout, qu'il parle français, qui est très important. Oui, bon, Alexis Brunel-Duceppe, je vais revenir à vous parce que pour ce qui est du programme de réunification des familles, bon, ça représente une faible proportion des nouveaux arrivants au Québec et seulement la moitié de ces nouveaux arrivants-là ne parlent pas français. Est-ce que vraiment le Québec s'attaque à la bonne cible? Ben, écoutez, moi, comme je l'ai dit, là, plus on aura de pouvoir en immigration, mieux on se portera. Et la preuve, là, mon collègue que j'apprécie, M. Fergus, vient d'en parler, les immigrants qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Saviez-vous, Esther, que le taux d'acceptation des étudiants étrangers provenant de l'Afrique de l'Ouest francophone est le taux de refus le plus important au Canada présentement? Et ça, c'est refusé par Ottawa, là. C'est grave. On a des taux d'acceptation d'étudiants étrangers présentement à McGill à 90 %. Si on regarde à l'UQTR, on est à 21 % d'acceptation, principalement des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest francophone. En voulez-vous un programme qui devrait être géré par Québec? Celui des étudiants étrangers. En voulez-vous un programme qui devrait être géré par Québec? Celui des travailleurs étrangers temporaires? Parce que présentement, ces gens-là obtiennent leur CAQ, mais sont bloqués par Ottawa. Pendant ce temps-là, nos entreprises, eux autres, n'ont personne, ils ne peuvent pas livrer. Donc, moi, quand on me dit, oui, il nous faut de l'immigration de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est certain qu'il en faut de l'immigration de l'Afrique de l'Ouest, sauf que présentement, Ottawa les bloque, là, présentement, ces étudiants-là. Et ce qu'on veut, c'est la meilleure immigration. Les étudiants francophones étrangers, c'est des gens qui vont arriver ici, qui vont étudier ici, qui vont avoir un diplôme québécois, qui vont se créer un cercle social, qui probablement vont déjà... Madame Bégin. Oui, alors, juste pour terminer là-dessus, Greg Fergus, allez-y rapidement.
Oui, mais parlons des vraies affaires. J'ai beaucoup de respect pour mon collègue, lui aussi, mais il utilise des faits sélectifs. Alors, il parle de l'éducation quand il ne parle pas des immigrants de classe économique. Il y a différentes normes qui sont établies pour des gens qui viennent pour les classes économiques. Ce qui arrive, c'est que le Québec, ils vont promettre des CSQ, mais sauf qu'ils fixent un plafond d'immigrants économiques qui peuvent venir au Québec. Jusqu'à 42 000, c'est pas assez pour que le Québec garde sa force démocratique au Canada, démographique au Canada. D'accord. On reste dans le domaine des relations fédérales Ottawa-Québec, je devrais dire, parce que je veux vous entendre sur les lois 21 et 96. Ça fait un bout de temps qu'on s'est vu comme panel de députés. Ottawa a fait savoir qu'il pourrait participer à une contestation judiciaire devant la Cour suprême des lois 96 et 21. Alexandre Boulris, qu'est-ce que vous pensez au NPD de cette volonté du gouvernement fédéral de contester des lois qui ont été adoptées par le Québec? Comme démocrate et comme progressiste, on a l'obligation de défendre les libertés fondamentales puis les droits de la personne, que ce soit la Charte des droits et libertés du Québec ou du Canada, évidemment. Et en ce qui concerne la loi 21, le cas est plus clair à nos yeux là, que ça viole des droits fondamentaux, que ça exclut les gens de certaines positions, de certains postes à cause de leurs convictions religieuses. La Cour supérieure du Québec a dit que la loi 21 était discriminatoire, mais le juge Blanchard a dit « je ne peux pas rien faire parce qu'on a inclus la clause dérogatoire, la clause non-obstant, dans la loi elle-même. » Donc, je pense que comme démocrate, comme progressiste, on a une responsabilité de défendre les chartes des droits et libertés canadiennes et québécoises. Alors, c'est sûr qu'on va soutenir les Québécois puis les Québécoises qui contestent cette loi-là parce qu'elle est, à nos yeux et aux yeux de la Cour supérieure du Québec, discriminatoire. Luc Berthold, là-dessus. Écoutez, je pense que tout d'abord, vous savez qu'on respecte toujours les champs de compétences des provinces du côté du Parti conservateur, donc ça va continuer. La position traditionnelle du parti a toujours été de dire que on n'appuyait pas une telle loi, qu'on n'allait pas appuyer la loi, exemple la loi 21 au niveau fédéral. Mais vous avez sûrement constaté qu'on est présentement en pleine course au leadership et comme on a comme chef adjoint l'équipe de leadership, on s'est engagé à ne pas entrer dans le débat. Malheureusement, je pourrais pas parler beaucoup parce que c'est devenu un des éléments du débat de la course au leadership. Course au leadership, d'ailleurs, qui est très, très, très populaire en termes de membership, comme vous avez pu le constater. Oui, on a fait d'ailleurs un segment là-dessus tout à l'heure, mais ça donne bien parce qu'on est vraiment pressé. Alexis Brunel-Duceppe, vraiment quelques secondes, parce que le Bloc québécois a demandé à plusieurs reprises la semaine dernière à Ottawa de se mêler de ses affaires. Reste que le gouvernement du Québec a utilisé, dans les deux cas, les deux lois, la clause dérogatoire pour adopter ces lois. Il y a quand même plusieurs qui se demandent si c'est abusif de recourir comme ça à la clause nonobstant. En quelques secondes, allez-y, on vous écoute. Ben écoutez, en quelques secondes, là, c'est pas compliqué. Là. Ce qu'on a devant nous à Ottawa, là, c'est assez hallucinant. Là. C'est au Parti conservateur, la course à chefferie, c'est devenu un concours de savoir qui c'est qui allait mieux combattre les lois devant les tribunaux. Après ça, le Parti libéral a très bien dit, le gouvernement a très bien dit qu'il allait combattre la loi 21 et la loi 96 devant les tribunaux avec l'appui du NPD. Donc, je vous le donne en mille, Mme Bégin. Le seul parti à Ottawa présentement, et c'est la triste vérité, là, qui se bat pour défendre des lois légitimes votées démocratiquement à l'Assemblée nationale du Québec, je vous le donne en mille, c'est le Bloc québécois. Et malheureusement, le seul parti qui ne pourra jamais rien faire. Greg Fergus, vous venez d'entendre vos collègues. Alors, le mot de la fin là-dessus, sur cette éventuelle contestation des lois 21 et 96 par votre gouvernement. Vos auditeurs et auditrices sont très à l'affût de la politique. Ils savent très bien quand une loi est contestée devant les tribunaux et qu'il se trouve devant la Cour suprême du Canada, forcément, par définition, ça devient un enjeu fédéral parce que la portée des décisions de la Cour suprême s'applique à travers le Canada. On parle des droits fondamentaux qui est contesté par les Québécois dans les tribunaux québécois. Si ça arrive à la Cour suprême, c'est certain que le gouvernement fédéral, qu'on avait donné avis qu'on va défendre les droits on va intervenir et puis on va défendre les droits fondamentaux de tous les Canadiens. Greg Fergus, Luc Berthold, Alexis Brunel-Duceppe et Alexandre Boulris, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 6 juin sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.